Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire datant de la seconde moitié du XIXe siècle, alors installez-vous pendant que nous partons pour l'Angleterre. Mary Williams est née en Irlande avant de déménager à Liverpool lorsqu'elle était enfant, mais sa vie en grandissant était loin d'être facile. Orpheline dès son plus jeune âge, elle a eu du mal à survivre, trouvant peu de stabilité dans un monde qui lui offrait très peu. Alors qu'elle était encore adolescente, elle a rencontré et épousé un homme que ceux qui le connaissaient décrivaient comme un ivrogne et une brute. Ils ont loué une maison sur Raleigh Street, dans un quartier ouvrier de Bootle, où, au cours des années suivantes, Mary a donné naissance à 7 enfants. Cependant, le tempérament violent de son mari et son refus de subvenir aux besoins de la famille l'ont laissé porter presque seul le fardeau de l'éducation des enfants. La vie à cette époque à Bootle était difficile, surtout dans les quartiers pauvres comme Raleigh Street, qui était tristement célèbre pour ses fréquentes bagarres d'ivrognes et ses disputes domestiques. Mary avait aussi eu des démêlés avec la police à maintes reprises. En 1872, elle a été condamnée à 7 jours de prison pour ne pas avoir payé une amende qu'elle avait reçue pour trouble à l'ordre public. Cependant, cela n'a guère suffi à calmer son tempérament fougueux, ni sa volonté de s'engager dans des conflits qui tournaient sans parfois à la violence. Le lundi 20 avril 1874, une bagarre particulièrement brutale a éclaté, impliquant Mary et 3 autres personnes, 2 sœurs et le mari de l'une des femmes. On ne savait pas exactement ce qui avait déclenché l'altercation, mais étant donné la nature volatile du quartier, cela pouvait provenir d'une rancune de longue date, d'un désaccord sous l'emprise de l'alcool, ou même d'un simple malentendu qui avait rapidement dégénéré. Pendant la bagarre, Mary a été violemment attaquée. Les 2 sœurs et l'homme l'ont tirée par les cheveux et l'ont frappée alors qu'elle gisait impuissante au sol. D'une manière ou d'une autre, elle a réussi à se libérer et à s'enfuir, mais l'attaque l'avait laissée bouillonnante de rage et avide de vengeance. Contrairement à certains qui auraient pu laisser passer l'incident, Mary n'était pas du genre à laisser un affront impuni. Sa fureur a couvé toute la journée, renforçant sa détermination à se venger. Plus tard dans la soirée, le destin sembla lui offrir une occasion de se venger. Nicolas Manning, un autre résident de la rue Raleigh, passait justement devant chez elle. Il était le frère de l'une des femmes qui l'avait agressé, et le voir ne fit qu'accroître sa colère. Sans hésiter, elle saisit une bassine, sortit de chez elle et la lança sur lui. La bassine le frappa en plein front, avant de se briser sur le sol. Monsieur Manning avait été pris au dépourvu par l'attaque, mais d'un ton calme, il se tourna vers elle et insista sur le fait qu'il n'avait joué aucun rôle dans les incidents précédents et qu'il n'avait jamais levé la main sur une femme. Malgré ses protestations, la soif de vengeance de Mary restait inassouvie. Peu de temps après, Monsieur Manning passa de nouveau devant sa maison et cette fois, elle prit des mesures plus drastiques. Elle sortit un pistolet de sous son tablier et appela Monsieur Manning. Quand il se retourna, elle lui tira dessus, le touchant à l'épaule. En entendant les coups de feu, les gens sortirent de chez eux pour voir ce qui s'était passé et, à leur grande horreur, ils virent Madame Mary Williams debout sur le pas de sa porte, un pistolet à la main, tandis que Nicolas Manning se tenait l'épaule, sa chemise couverte de sang. Mais il était conscient et parlait, et bien que la blessure paraisse grave, elle ne semblait pas mortelle. Les voisins ont accouru pour aider et ont appelé les secours médicaux. Monsieur Manning a ensuite été transporté à l'hôpital de Bootle pour y être soigné. Quand la police est arrivée rue Raleigh, elle a interrogé les témoins. 2 agents ont parlé à Madame Williams, mais ils ont été assez surpris, car elle montrait un manque de remords glaçant pour ses actes et semblait complètement indifférente à ce qu'elle avait fait. Elle leur a dit qu'elle laisserait une marque sur cet homme qu'il porterait jusqu'à sa tombe. Lorsqu'un des agents lui a demandé pourquoi elle avait tiré sur l'homme, elle a répondu, presque fièrement, qu'elle avait tiré sur Monsieur Manning avec de la poudre et une balle, et s'est vantée que si l'occasion se présentait, elle referait la même chose. Mais ce qui était peut-être le plus choquant, c'était son affirmation que ses actes n'étaient pas simplement une vendetta personnelle. À ses yeux, c'était un acte noble qui avait apporté de l'honneur à son pays. Cette étrange déclaration montrait clairement qu'elle se sentait justifiée dans ce qu'elle avait fait, comme si cela faisait partie d'une mission plus vaste, voire patriotique. La perquisition du domicile a révélé des preuves qui ont renforcé l'aspect troublant du crime. Cachés dans divers recoins de sa maison se trouvaient pourtant des objets qui laissaient entrevoir une préméditation, une boîte de capsules, une baguette, une flasque de poudre à canon et plusieurs cartouches de munitions. Le plus révélateur de tout était un pistolet entièrement chargé et amorcé, trouvé dissimulé sous la cheminée, manifestement prêt à être utilisé. Madame Williams semblait s'être préparée à ce moment depuis le début.
Avec toutes ces preuves, elle a été inculpée de blessures et emmenée au poste de police, cependant désormais loin des rues de Raleigh. Lorsqu'on l'a interrogée, elle a pu répondre de manière beaucoup plus calme. Elle a déclaré qu'elle n'avait tiré au pistolet que pour effrayer M. Manning, mais plus tard, elle a insisté sur le fait que c'était en réalité son mari qui lui avait tiré dessus après que M. Manning ait tenté de l'agresser. Elle a demandé aux agents de parler à ses enfants qui, selon elle, pourraient confirmer cette version des faits. La police a effectivement parlé aux enfants de Madame Williams. L'aîné a déclaré qu'il avait entendu les coups de feu, mais ne savait pas qui avait tiré, tandis que les autres, qui jouaient au taille dehors, ont tous dit qu'ils n'avaient rien vu. Le mari de Marie a dit aux policiers qu'il était en fait dans le jardin en train de chercher quelque chose pour réparer une fenêtre cassée lorsqu'il a entendu le bruit d'une arme à feu et s'est précipité vers l'avant de la maison. Sans surprise, la déclaration de M. Manning à la police à l'hôpital différait de celle de Madame Williams. Il a dit aux policiers dans question que c'était Madame Williams qui avait tiré et non son mari, et il a en outre insisté sur le fait que, malgré les accusations portées par la femme, il ne lui avait jamais porté la main dessus. Au fil des jours, l'état de M. Manning s'est détérioré et, malgré les efforts du personnel médical, le 3 mai 1874, il a succombé à sa blessure et est décédé. L'autopsie a confirmé que sa mort était due à une septicémie causée par les coups de feu. L'affaire, qui avait déjà attiré une attention considérable, prit alors une importance encore plus grande. Madame Mary Williams avait d'abord été inculpée de l'infraction mineure de blessure, mais après la mort de M. Manning, l'accusation portée contre elle a été aggravée, les autorités requalifiant désormais le crime en meurtre. Madame Mary Williams a été maintenue en prison en attendant son procès. Le procès a eu lieu le 13 août 1874, dans le prestigieux St. George's Hall à Liverpool. Le grand bâtiment néoclassique offrait un cadre imposant pour des procédures aussi sombres. Le procès était présidé par M. Justice Archibald, qui était bien connu pour ses jugements sévères. Madame Williams paraissait frêle et faible au tribunal, à tel point que lorsque les autres devaient se lever, elle était autorisée à rester assise. M. Potter représentait l'accusation tandis que M. Ford assurait la défense de l'accusé. Dans sa déclaration liminaire, M. Potter a exposé les événements ayant conduit à la mort de Nicholas Manning et a souligné que, bien que la cause exacte de la fusillade reste incertaine, il y avait eu une dispute entre l'accusé, les deux sœurs du défunt et le mari de l'une des sœurs. Il a reconnu que la chronologie de cette dispute n'était pas connue, car M. Manning avait écrit dans sa déclaration qu'elle avait eu lieu peu de temps avant qu'il ne soit abattu, tandis que d'autres témoins ont suggéré qu'elle s'était produite bien plus tôt. Cependant, il était évident que M. Manning n'était pas directement impliqué dans les disputes. M. Potter a poursuivi en disant qu'il ne semblait y avoir eu aucune provocation de la part de M. Manning pour justifier l'acte violent commis contre lui, et il a souligné que la loi juge les intentions d'une personne à travers ses actions. Regardant le jury, il a désigné Madame Williams et a dit qu'elle avait utilisé une arme dangereuse, ce qui indiquait son intention de nuire. Et puisque la blessure avait entraîné la mort, cela équivalait légalement à un meurtre, même si elle n'avait pas l'intention de tuer. Pendant ce temps, M. Ford a plaidé pour la défense que le coup de feu ayant entraîné la mort de l'homme avait été tiré dans un moment d'imprudence, et non de préméditation. Selon lui, Madame Williams n'a jamais eu l'intention de tuer le défunt, mais a tiré au hasard avec le pistolet. Le premier témoin était un homme nommé Thomas Morgan. C'était un ouvrier qui vivait dans la rue Raleigh et il a témoigné avoir vu Madame Williams debout sur le pas de sa porte. Lorsque M. Manning les avait passés, il a dit qu'elle lui a crié dessus, l'accusant de l'avoir frappé plus tôt dans la journée. Il a ajouté que M. Manning avait l'air indifférent, mais il a précisé qu'il n'avait pas fait de mal à la femme et qu'il avait continué à marcher lorsqu'une tasse ou un bassin lui a été lancé, le frappant à la tête et se brisant au sol. Lorsque la défense lui a demandé qui avait réellement lancé cet objet, Thomas Morgan a répondu qu'il ne savait pas. Au fur et à mesure que le procès avançait, d'autres témoins ont été présentés, certains ayant vu Madame Williams lancer les objets, et d'autres ayant entendu le bruit des coups de feu et s'étant précipités hors de chez eux pour voir ce qui se passait. Toutefois, le mobile de Madame Williams demeurait énigmatique. S'agissait-il d'un accès de colère spontanée, ou y avait-il un problème plus profond et non résolu entre elle et M. Manning ? Lorsque le juge a fait son résumé, il a reconnu qu'il était possible que Marie ait seulement eu l'intention d'intimider, plutôt que de tirer sur l'homme, et il a indiqué au jury qu'il avait la possibilité de rendre un verdict d'homicide involontaire s'il croyait que tel était le cas. Cependant, il a déclaré que s'ils étaient un an convaincus qu'elle avait délibérément voulu le tuer, ils devaient croire la déclarer coupable de meurtre.
Il a ensuite envoyé le jury délibérer. À leur retour, ils ont annoncé leur verdict. Ils ont déclaré l'accusée, Madame Mary Williams, coupable de meurtre. Un silence soudain s'est installé dans la salle d'audience avant que le juge ne reprenne la parole. Il a prononcé une condamnation sévère, qualifiant Madame Williams de femme au caractère violent et imprudent. Il a souligné qu'elle avait agi sans provocation, visant délibérément la victime avec l'arme. Il a souligné que l'issue tragique de l'incident était entièrement due à ses actes. Il l'a ensuite condamnée à mort. Dans les jours suivants, de grands efforts ont été faits pour obtenir la grâce de Marie. Beaucoup pensaient que son statut de mère de 7 enfants devrait lui valoir une certaine clémence. Le maire de Bootle a tenté de faire commuer sa peine de mort. Une pétition a été lancée, signée par 500 personnes et envoyée au ministre de l'Intérieur, un certain Richard Asherton Cross. Il a été déclaré que beaucoup d'autres auraient dû signer la pétition s'il y avait eu plus de temps. Une autre pétition a été envoyée le lendemain, signée par tous les jurés de l'enquête ainsi que par le père du défunt. Les 2 pétitions précisément que Mary Williams avait été soumise à une provocation importante avant le crime. Il était indiqué que lorsque la police l'a appréhendée le jour de la fusillade, elle était dans un état épouvantable. Son visage était tuméfié et enflé, ses 2 yeux étaient au beurre noir, ses vêtements étaient déchirés et sa maison était dévastée par des vitres brisées. Cette scène de violence, observée par les autorités, avait servi de toile de fond à la tragédie. Les pétitions dressaient également un portrait saisissant de M. Manning, un homme qui, selon elle, terrorisait le quartier depuis des années, provoquant des bagarres et causant de la détresse parmi les habitants. Marie était simplement une femme qui essayait désespérément de maintenir sa famille unie, luttant pour subvenir aux besoins de ses 7 enfants, en l'absence de toute aide réelle de la part de son mari. Elle n'avait d'autre choix que de compter sur sa propre débrouillardise, achetant souvent du lait en gros et le vendant autour des docks pour joindre les 2 bouts. Malgré le tumulte apparent dans sa vie personnelle, ceux qui la connaissaient pensaient qu'elle n'avait jamais été une personne violente, et les événements du meurtre étaient considérés comme une réaction malheureuse et extrême à tous les abus qu'elle avait subis. Le maire de Bootle s'était personnellement intéressé à son cas, non seulement en raison des préoccupations humanitaires qu'il soulevait, mais aussi parce qu'il pensait que le crime, commis sous une telle provocation, méritait une certaine clémence. À son avis, les actes de la femme ne pouvaient pas être jugés uniquement à travers l'horrible moment de violence. Selon lui, le contexte plus large de la vie de Marie, marqué par les difficultés et les mauvais traitements, était essentiel pour comprendre pleinement son comportement. Le ministre de l'Intérieur, M. Cross, a accepté de réexaminer l'affaire et de consulter le juge Archibald. Pendant que sa peine était réexaminée, Marie a reçu la visite de plusieurs membres de sa famille, dont sa sœur, sa tante et son fils aîné, un garçon de 14 ans. Au cours de ces visites, elle a maintenu son innocence, insistant sur le fait que c'était son mari, et non elle, qui était le responsable de la mort de M. Manning. D'aucuns pensent qu'elle disait peut-être en partie la vérité, car après sa condamnation, son mari avait étrangement disparu. La police avait lancé des recherches pour le retrouver, malgré l'incertitude sur les raisons, abandon de sa famille ou infraction plus grave. La disparition soudaine de Madame Williams n'a fait qu'alimenter les spéculations sur sa culpabilité, laissant planer le doute sur la justice rendue. Avec Madame Mary Williams emprisonnée et son mari introuvable, les enfants furent laissés à eux-mêmes. Privés de leurs 2 parents et d'un foyer, ils n'avaient d'autre choix que de compter sur la paroisse pour subvenir à leurs besoins. Leur avenir désormais incertain et dépendant de la charité d'autrui, tous furent envoyés à l'atelier de Walton, à l'exception de l'aîné, qui fut recueilli par un parent. La situation était particulièrement cruelle pour le nourrisson, resté avec Madame Williams pendant son emprisonnement. Quand les autorités ont estimé qu'il n'était plus approprié pour l'enfant de rester avec elle, le bébé a aussi été emmené à l'atelier. Une enquête plus approfondie sur le passé de Madame Williams a révélé une vie marquée par les difficultés, l'abandon et la lutte. Elle avait perdu sa mère à un jeune âge, un coup dévastateur qui fut bientôt suivi d'une autre trahison. Lorsqu'elle n'avait que 12 ans, son père a abandonné la famille pour épouser une autre femme, laissant ses enfants sans soutien ni stabilité, et ils ont été forcés d'endurer seuls les dures réalités de la vie. Le mariage de Marie n'avait pas mieux réussi et n'était pas un refuge face à ses malheurs précédents. Il paraît que son mari était violent et négligent, la laissant fréquemment se débrouiller seule avec ses nombreux enfants.
Pendant ces longues absences, elle portait le lourd fardeau de subvenir à leurs besoins, survivant dans la pauvreté et affrontant l'adversité à chaque instant. Ces épreuves avaient sans aucun doute façonné sa vie, faisant d'elle une femme habituée aux difficultés, mais la question de savoir si elle l'avait aussi poussée au meurtre restait controversée. À la suite de son procès, de nouveaux détails ont émergé, jetant un doute supplémentaire sur l'affaire contre elle. Des rapports ont révélé que le défunt, M. Manning, l'aurait prétendument provoqué dans les instants précédant la fusillade mortelle. Cette révélation, qui aurait pu être cruciale pour sa défense, n'avait jamais été évoquée lors du procès. L'omission était frappante. S'agissait-il d'une négligence de la part de son avocat ou cette information avait-elle été délibérément dissimulée ? L'absence de ce détail clé laissait des questions sans réponse sur la véritable nature du crime et ne faisait qu'accroître les spéculations selon lesquelles l'histoire présentée au tribunal était incomplète. À chaque nouvelle découverte, l'affaire devenait plus complexe, faisant passer la perspective d'un meurtre de sang-froid à celle d'un acte potentiellement désespéré. Les faits commencèrent à suggérer que les actes de Madame Williams pourraient avoir été motivés par des circonstances bien plus complexes qu'on ne l'avait d'abord compris. Était-elle vraiment une tueuse sans pitié, ou était-elle une femme poussée à faire un choix difficile sous une pression intense ? Après examen du dossier, le ministre de l'Intérieur ne trouva aucune raison d'accorder sa clémence. Malgré les pétitions, les demandes de clémence et les voix qui s'étaient élevées en sa défense, la loi resta inflexible. Sa peine ne serait pas commuée et elle paierait le prix ultime pour son crime. Le 31 août, Mary Williams fut conduite à la potence de la prison de Kirkdale, à Liverpool. Des témoins ont rapporté qu'elle a maintenu son innocence jusqu'aux derniers instants de sa vie, et alors qu'elle attendait que la corde soit placée autour de son cou, elle a serré la main de la surveillante de la prison et lui a dit au revoir avec ces mots « Rose, au revoir et que Dieu vous bénisse tous ». Elle a ensuite récité plusieurs prières et, quelques instants plus tard, la trappe sous ses pieds s'est ouverte et elle a été pendue. Elle est sans devenue la première femme exécutée dans l'enceinte de la prison. Avant cela, les exécutions publiques étaient courantes, mais des réformes dans les peines capitales avaient en conduit à ce que ces événements se déroulent à huis clos. L'histoire de Mary Williams est tragique et complexe. C'était une femme qui a mené une vie difficile dans un quartier dur, entouré de violence et de lutte. Qu'elle ait réellement eu l'intention de tuer Nicolas Manning ou qu'elle ait simplement agi sous le coup de l'émotion, cela reste ouvert à l'interprétation. Ce qui est certain, cependant, c'est que son histoire sert de rappel, frappant des dures réalités auxquelles étaient confrontées les femmes de la classe ouvrière dans l'Angleterre victorienne. Bonjour à tous et merci de votre attention. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou remarques et j'espère vous retrouver tous à nouveau dans le prochain Briefcase.